On attend un peu l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire avec African Eagle. Je suis Rémi de Together et je suis accompagné de Mélissa d'African Eagle. Donc le thème d'aujourd'hui est l'immersion dans les principaux parcs et réserves du Kenya. Donc est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde me voit? Donc n'hésitez pas à écrire sur le chat. Oui, bonjour, bonjour Delphine, bonjour Ludivine. Donc nickel. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit durant le webinaire, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai très très rapidement. Pour essayer, bonjour Georgia. Super, bon ben nickel, ça fonctionne bien. Du coup, le webinaire va se dérouler en deux parties. Donc la première partie sera la partie présentation. Mélissa va vous présenter son, son webinaire sur cette thématique. Et la deuxième partie, ça sera les questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, vous avez au-dessus de la barre de chat un point d'interrogation. À tout moment dans le déroulé de la présentation, vous pourrez écrire votre question et Mélissa après reviendra à la fin de la présentation. Donc voilà, je vous ai tout dit et maintenant je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la place à Mélissa. Au revoir. Merci Rémi. Alors, bonjour à tous déjà. Bienvenue sur ce webinaire. Je vais essayer de vous présenter les principaux parcs et les réserves du Kenya. Et on va regarder ensemble les caractéristiques premières et les différenciations. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Mélissa, je suis commerciale chez African Eagle. Je suis commerciale depuis à peu près 2 ans. Je suis une grande globe-trotteuse, passionnée d'Afrique. Je connais bien le Kenya. J'ai été guide en Afrique australe. Et je vais essayer aujourd'hui de vous transmettre ma passion pour ce pays, pour le Kenya, et de faire un focus un petit peu plus sur les principaux parcs et les réserves du Kenya. Alors, on va commencer par African Eagle. Donc, je vais vous présenter rapidement le réceptif en quelques mots et en quelques chiffres. Donc, African Eagle, on existe depuis 26 ans. On a 9 bureaux couvrant 14 destinations. On n'a pas uniquement le Kenya, donc on fait l'Afrique australe, donc ça va être tout ce qui est en bas, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, Zimbabwe, Zambie, Mozambique. On va avoir également l'Afrique de l'Est avec le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie et également le Rwanda avec des bureaux également sur Zanzibar. Et on a l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, on a à peu près 30 spécialistes francophones. On a à peu près 300 guides également, une centaine de véhicules. On fait voyager à peu près 60 000 voyageurs internationaux par an et on a une représentation commerciale en Europe, même à travers le monde entier, qui s'appelle Avenir Tourisme. Et donc, je fais partie d'une équipe de 3 personnes avec Cécile et Kevin. Voilà. On s'occupe, on fait du sur-mesure, on s'occupe des individuels, on fait du groupe également et des incentives. Donc, notre force, on va dire, une de nos forces, c'est qu'on fait des départs garantis à partir de 2 personnes sur chaque destination. Donc, ça, c'est super pour vous, avec des chambres partagées, par exemple. Et on dispose également d'un bureau sur Paris. Et donc, on peut vous faire les vols également pour faire le package complet si vous avez besoin. Voilà pour la petite présentation générale sur African Eagle. Alors, maintenant, je vais vous présenter des informations utiles sur le Kenya avant de se concentrer davantage sur les parcs et les réserves du Kenya. Donc, on va parler du climat. Donc, le climat, il est chaud et humide sur la côte, que ce soit Mombasa, Diani Beach, il fait beau, il fait chaud. Sur les hauts plateaux dans le pays, on est plus tempéré, il fait plus frais, plus froid. Selon la saison, donc Nairobi, on est à peu près à 1800 mètres d'altitude. Le Masai Mara également. Donc sur la nuit, par exemple, il fait assez frais, le matin également. Donc on conseille aux clients d'apporter des couches de vêtements. Il faut mettre des couches superposées pour pouvoir se dévêtir assez facilement.
Il y a deux saisons des pluies qui sont à proscrire, on va dire. C'est de avril-mai et novembre à mi-décembre. Donc, il faut savoir que cette année, la saison des pluies était un petit peu plus longue. Voilà, les saisons changent un petit peu partout, mais voilà, globalement, il faut privilégier les saisons sèches pour partir au Kenya et pour aller donc voir les animaux. La saison sèche, c'est quand les animaux se rassemblent autour des points d'eau. Donc, ça sera de janvier à mars et de juin à octobre pour les meilleures périodes, à savoir qu'il y en a une forte concentration de personnes qui viennent pendant septembre, pendant la grande migration des gnous dans le Masai Mara. Alors, on va passer maintenant aux formalités. On n'a besoin que d'un simple passeport valide 6 mois après la date du retour. Donc, il faut 2 pages vierges se faisant face. Et il nous faut également un visa pour se rendre sur place qu'on va payer directement à l'arrivée au pays, qui va coûter 50 $. En ce qui concerne la santé, on a l'eau du robinet qui n'est pas potable, donc il faut boire l'eau en bouteille. Le traitement antipaludique, il est recommandé sur la côte. Donc ça, c'est propre à chacun. On conseille à chaque fois de dire à son client de voir avec son médecin. Néanmoins, s'il décide de prendre le traitement antipaludique, qu'il prenne la Malarone et non pas le Lariam, à savoir que le Lariam, il a des effets secondaires à peu près chez 5% des utilisateurs. Voilà. Ensuite, au niveau de l'électricité, on est sur des prises de type anglais. Il faut un adaptateur sur place. Il est très facile à trouver sur place. Il y a pas mal de lodges également qui disposent d'adaptateurs directement dans la chambre. La monnaie, c'est le shilling kényan. Donc, 100 shillings, ça fait à peu près 1 euro. Et en ce qui concerne le décalage horaire, oui, on n'a quasiment pas. Ça, c'est l'avantage avec l'Afrique. On est quasiment sur le même fuseau. Donc, en hiver, on a plus 2 heures et en été, on a plus 1 heure. Voilà. Pour les petites informations utiles. Les avantages du Kenya, donc on a vraiment une faune incroyable dans le pays. C'est vraiment le pays où on va aller faire des safaris. C'est la destination phare pour aller voir les Big Five et d'autres animaux. Et on a un climat qui est très favorable, des ethnies authentiques, les Maasai, les Samburu par exemple. On a une côte qui invite clairement au balnéaire et on a peu de décalage horaire et pas de vaccin obligatoire. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller sur les routes kenyanes et je vais vous parler donc des parcs et des réserves du Kenya. Donc, pour vous resituer un petit peu le Kenya, c'est un pays d'Afrique de l'Est. Avec comme voisin, on a l'Éthiopie, il y a la Somalie, on a la Tanzanie également, l'Ouganda et le Soudan. Donc, pour venir depuis la France, on a à peu près 8 heures de vol. On peut avoir des vols directs Paris-Nairobi. Donc, Nairobi, c'est la capitale qui est ici. Et donc, ce pays, il est un petit peu plus grand que la France et on y compte 26 parcs nationaux et 35 réserves reconnues. Ça fait beaucoup. Le point positif du Kenya, c'est qu'il veille vraiment à la protection de la faune et de la flore. Et c'est vraiment l'un des pays les plus préservés d'Afrique à ce niveau-là. Voilà. Sur les parcs et les réserves, donc quelles sont les différences? Donc, en gros, les parcs nationaux, ils sont gérés par des administrations centrales paragouvernementales, donc c'est géré par le gouvernement, les parcs nationaux, notamment par le Kenya Wildlife Service, qui est vraiment très présent dans le pays. Et ensuite, on a les réserves, qui sont des collectivités qui sont gérées par les locaux, en fait, les Maasai, les Samburu, par exemple, et qui peuvent être également co-gérées par le KWS. Également, les réserves privées qui appartiennent à des tribus locales ou à des propriétaires blancs. Voilà, donc ça fait pas mal d'endroits pour aller se promener dans le pays, si on peut dire. Ici, vous avez l'équateur qui va traverser le Kenya. Donc, l'équateur, il passe au nord du lac Victoria. Et on va avoir quelques différences sur les parcs du nord et les parcs du sud. On va voir ça ensemble.
À savoir que vous avez les Big Five dans l'intégralité du pays. Après, on a un climat qui est différent et on a les parcs du sud qui vont être plus fréquentés que les parcs du nord en général. Alors, on va commencer par... alors, je vais vous montrer déjà un petit peu les véhicules qu'on va utiliser chez African Eagle. Donc ça, c'est le type de 4x4 qu'on propose. Donc, c'est un 4x4 8 places. L'avantage, c'est que vous avez simplement des sièges sur les côtés, en fait, pour voir les animaux. Il n'y a pas de siège au milieu. Donc, il n'y a personne qui est pénalisé pour voir les animaux. C'est vraiment des véhicules tout confort. Donc, avec toit ouvrant ici. Et on conseille aux clients de venir avec des bagages souples et pas avec des grosses valises pour que ça tienne, en fait, tout simplement dans le 4x4. Voilà pour nos véhicules. Donc là, on va faire un petit focus sur les parcs du Sud. Les parcs du Sud, donc au sud de l'équateur, comme je l'ai expliqué, avec le Masai Mara, le parc d'Amboseli et le parc de Tsavo. Donc, le Masai Mara, il est ici. Voilà. Donc, le Masai Mara, il est à la frontière avec la Tanzanie. Ensuite, on a le parc national d'Amboseli, juste ici. Et le parc national de Tsavo, donc celui-là, c'est un grand costaud. Il fait 4% du pays. Donc, très, très grand. Donc, ici, on va pouvoir voir les Big Five. Donc, les Big Five que sont l'éléphant, le lion, le rhinocéros, le buffle et le léopard. Voilà. Alors, la réserve du Masai Mara et ses plaines majestueuses. Donc, ça, c'est vraiment le décor type du Masai Mara, des plaines. On va pouvoir voir un nombre incalculable d'animaux. On fait un focus sur le parc du Masai Mara. Donc là, j'ai zoomé, je vous l'ai situé tout à l'heure sur la carte. Il est vraiment à la frontière avec la Tanzanie. Donc en fait, c'est un grand parc qui rassemble le Serengeti qui est ici et le Masai Mara. C'est le même parc qui est divisé avec une frontière. Donc là, on a vraiment zoomé sur le Masai Mara. Il y a plusieurs portes d'entrée. Donc ici, par exemple, ici, Pelek qui est la porte principale. Voilà, on a plusieurs accès aux portes. Et c'est un parc qui fait 1500 km². Il est vallonné, comme je vous l'ai dit au début. Il fait entre 1500 et 2180 mètres d'altitude. Donc, il peut faire relativement frais la nuit. À l'intérieur du parc du Masai Mara, on a des lodges et des campements qui sont à l'intérieur, donc on peut très bien dormir dans divers endroits. Et on a également cette partie qu'on appelle le triangle Mara, qui est gérée par la Mara Conservancy. C'est une organisation à but non lucratif local qui est formée par les Maasai locaux. Donc ça, c'est un peu une entité à part, où là, on va avoir qu'un seul lodge. On a le Mara Serena et le Little Governors à l'intérieur. Voilà. Dans le Masai Mara, on va pouvoir faire plusieurs activités, du ballon, par exemple, de la montgolfière. On a des pistes d'atterrissage. Voilà, c'est vraiment le must du Kenya. Alors, donc, la réserve nationale du Masai Mara, donc, comme je vous l'ai dit, c'est avec une grande concentration d'animaux, surtout au moment de la migration des gnous, quand ils arrivent de la Tanzanie en août et qui repartent plus ou moins vers octobre. Mais en dehors de cette période-là, il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup d'animaux dans le Masai Mara. On n'est pas obligé de recommander à ses clients d'y aller à cette période-là. C'est vraiment des animaux tout au long de l'année. Qu'est-ce que c'est la migration des gnous, la grande migration en quelques mots? C'est un cycle naturel de la vie qui va s'étaler sur les 12 mois. Donc, en gros, entre janvier et mars, les gnous, ils vont donner naissance à des petits dans le Serengeti. Et ensuite, ils vont se déplacer pour traverser, vont se déplacer en fait, pour aller chercher l'herbe. Ils suivent en fait les pluies. Donc, tout ça, c'est vraiment très dépendant du climat également. Et arrivés ici, ils vont traverser la rivière Mara. Donc là, c'est vraiment un spectacle incroyable où on va pouvoir voir des gnous qui vont s'affronter avec les crocodiles. Et seuls les plus forts ils vont pouvoir venir dans le Masai Mara. Voilà, donc ça, c'est l'itinéraire.
que les gnous, entre autres, il n'y a pas que les gnous, il y a d'autres herbivores, il va y avoir les zèbres, d'autres antilopes qui vont faire cette migration. Mais pour vous expliquer voilà, que le Serengeti qui est en Tanzanie et le Masai Mara, c'est vraiment un seul ensemble où les animaux, bien évidemment, ne voient pas de frontières. On a voilà, une petite photo qui montre le Masai Mara pendant la migration des gnous. Donc, on a 1 à 2 millions de gnous qui vont se déplacer comme ça et qui vont aller chercher les pâturages verts. Et comme je vous l'ai dit, donc ça dépend des raisons, des conditions climatiques qui sont très imprévisibles. Donc on annonce la période, on va dire août, septembre, octobre pour les clients, mais c'est pas défini et c'est pas non plus une certitude, c'est la nature. Hein. Voilà, des belles photos de nos amis, les animaux qu'on va pouvoir voir pendant un safari dans le Masai Mara avec les Big 5. Ici, vous avez un exemple d'activité qu'on peut faire dans le Masai Mara. Donc, on peut, par exemple, s'arrêter voir un village des Maasai. Donc, les Maasai, c'est une population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades de l'Afrique de l'Est. Et donc, on a la possibilité d'aller les voir, ils vont nous montrer leur habitat, leur mode de vie. On va pouvoir danser avec eux. On va voir les Maasai qui font ces sauts, les hommes Maasai qui font ces sauts impressionnants. Donc voilà, ça peut être une des activités qu'on peut faire dans le parc du Masai Mara. À savoir que les Maasai, ils sont principalement dans le sud-ouest du pays, également dans le centre. Voilà, quelques petites images avec, par exemple, ici, la migration des gnous. On va passer à présent à un autre parc, Amboseli. Donc, celui-ci, il est au pied du Kilimandjaro, que vous pouvez voir là. Donc, le Kilimandjaro, il est en Tanzanie, mais le parc d'Amboseli, il est au Kenya. Pour vous le resituer, le parc national d'Amboseli, il est là. Et voilà, le Kilimandjaro, il est là. 100 895 mètres. C'est-à-dire que quand on est en Tanzanie, on ne le voit pas. Amboseli, c'est le seul parc où on va pouvoir faire un safari avec la vue du Kilimandjaro en face. Et c'est vraiment waouh, c'est immense. Voilà, on fait un petit focus un petit zoom sur le parc d'Amboseli. La porte principale, elle est ici. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs, comme vous pouvez le constater. La porte, elle va jusqu'à Emai, qui est la route, qui est le croisement en fait de la route principale entre Nairobi et Mombasa. Donc ce parc-là, où vous pouvez voir qu'il y a un très grand lac qui est au milieu. La biodiversité et l'écosystème sont très différents du parc du Masai Mara. Ici, on va avoir peu d'arbres, donc on a peu de girafes, parce que les girafes, elles aiment bien manger les feuilles des arbres. Et voilà, l'écosystème est très différent. On va avoir des acacias siffleurs, par exemple, ici dans le parc. Il y a beaucoup d'oiseaux, donc c'est pour les amateurs d'ornithologie. Et quand il pleut, les animaux restent principalement ici autour de ce lac parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Mais la particularité d'Amboseli, en fait, c'est les éléphants. On va pouvoir voir un nombre incommensurable d'éléphants, 70-80 éléphants en face de nous. Ça va être les tuskers, c'est ces grands éléphants, ces éléphants avec les grandes défenses. Donc là, j'essaie de vous représenter les défenses des éléphants. Donc les tuskers, les animaux emblématiques du Kenya, du parc d'Amboseli. C'est également le nom de la bière nationale du Kenya. Dans cette région, il y a à peu près 700 éléphants qui y vivent, voilà, dans toute la région confondue. Donc les éléphants, eux, ils vont pas forcément se cloisonner ils ne savent pas qu'il y a de frontières, donc c'est vraiment dans tous les environs. Et on observe également d'autres animaux, mais en groupement moins massif, avec des girafes, des fauves, des oiseaux, etc. Allez, on continue. Donc, voilà, d'autres photos du parc d'Amboseli avec la vue sur le Kilimandjaro. Donc, il faut savoir, quand on arrive au parc national d'Amboseli, on a des fois, on ne voit pas forcément le Kilimandjaro, donc ça se découvre plutôt le matin ou le soir. Il
faut pas être déçu s'il y a pas mal de nuages en fait qui cachent les montagnes. Ça va se découvrir. Voilà, il faut guetter et d'une minute à l'autre, on peut avoir vraiment le paysage qui va changer et pouvoir avoir les éléphants qui vont passer devant pour prendre le shot parfait. C'est vraiment très bucolique. On peut rester des heures pour regarder les éléphants, c'est magnifique. On passe à présent au parc de Tsavo. Donc Tsavo, c'est le géant kényan qui occupe, comme je vous l'ai dit, 4% du Kenya, donc qui se situe ici. Et en fait, le parc national de Tsavo, il est divisé en deux. Il y a Tsavo Est qui est ici et Tsavo Ouest. Donc Tsavo Est, c'est le parc le plus visité de Tsavo. Il y a des vastes paysages, des escarpements, des rochements volcaniques, et c'est plus facile de voir les animaux qu'à Tsavo Ouest. Donc Tsavo Ouest est moins privilégié dans les programmes, on va dire, classiques, bien que Tsavo Ouest, ce soit des grands espaces africains, mais là, ça va être un petit peu plus dur de traquer les animaux et d'aller les voir, d'où le fait que on privilégie Tsavo Est. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléphants et la particularité de ce parc, en fait, c'est que c'est la couleur ocre, la couleur rouge des terres du parc. Donc c'est vraiment très, très emblématique. C'est le plus grand parc d'animaux sauvages de toute l'Afrique. Il y a beaucoup de baobabs à l'intérieur du parc et en fait, on a le nouveau train qui est tout neuf, que les Chinois ont créé. Enfin, c'est une ligne qui passe de Nairobi jusqu'à Mombasa. Enfin, ils ont même agrandi un petit peu le côté ougandais ces derniers temps. Donc, cette nouvelle le parc de Tsavo. Et donc, quand on va en direction de Mombasa, sur la gauche, on va pouvoir regarder le parc de Tsavo et voir des girafes, des éléphants au loin. Donc, ça, c'est vraiment super. Voilà, d'autres images du parc de Tsavo, donc où les éléphants, voilà, ils se roulent dans la terre ocre, très caractéristique de ce parc. On va passer à présent à la vallée du Rift. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la vallée du Rift. On va faire un focus sur Nakuru, le lac Naivasha et Crescent Island et le parc d'Hell's Gate. Donc, la vallée du Rift qui se situe plus ou moins ici, elle compte 7 lacs. C'est pas tous, qui ne sont pas tous des parcs nationaux. Il y a 4 lacs salés et 3 d'eau douce. Alors, la vallée du Rift. Donc, qu'est-ce que c'est le Rift? Le Kenya, il est traversé donc par cette grande cicatrice qu'on appelle le Rift. C'est une fracture du continent et on dit que dans plusieurs millions d'années, le continent est voué à se séparer en deux, comme le continent africain et américain ne formaient qu'un auparavant. Et voilà, cette grande fissure, cette grande fracture. Et dans toute la région qui est traversée par le Rift, on va avoir pas mal de lacs, on va avoir des escarpements rochers, etc. Donc le Rift, il ne traverse pas uniquement le Kenya, il traverse tous les pays au nord et au sud. Et ça, c'est une photo, par exemple, qu'on peut prendre quand on s'arrête avec les clients pour montrer en fait l'effondrement de la vallée du Rift qu'on va retrouver assez souvent dans le Kenya. Voilà, vous avez une autre photo type de ce fossé d'effondrement voilà, qui nous justifie en fait les nombreux lacs. Donc ça passe ici, le Rift. Hop. Et donc vous pouvez voir que ça a formé plusieurs lacs, dont le lac de Turkana qui est tout au nord, qui est vraiment des paysages de bout du monde, mais qui est assez, qui est très difficile d'accès, donc très peu visité. Le lac Baringo, le lac Bogoria, le lac Nakuru, Naivasha et Magali, entre autres. Alors, on passe à présent au lac de Nakuru, donc le lac de Nakuru qui est donc dans la région du Rift. Et aujourd'hui, on a moins de flamants roses, mais beaucoup de rhinocéros. Donc, ce lac de Nakuru qui est assez repris dans les itinéraires, il se situe ici.
Et voilà, une très emblématique et très connue par ses flamants roses et ses pélicans, voilà, qui offre des spectacles comme nulle part ailleurs. Il y a également un grand nombre de rhinocéros et il est connu également pour ses girafes de Rothschild. Donc, ce qu'il faut savoir avec le lac de Nakuru, donc il est classé patrimoine mondial par l'UNESCO, avec les flamants roses qui s'y posent. Donc les flamants roses, en fait, ils viennent chercher les spirulines. La spiruline, c'est les algues qui sont dans ce lac et qui sont très appréciées par ces animaux. Auparavant, il y avait les 3/4 de la population mondiale des flamants roses qui étaient au lac de Nakuru. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Alors pourquoi Une des causes, c'est la déforestation qu'il y a eu dans les environs du lac de Nakuru. Et du coup, il y a eu une montée des eaux du lac. Une montée des eaux du lac, ce qui veut dire que la spiruline, elle ne se crée plus aussi facilement dans les eaux. Et donc, les flamants roses ne viennent plus autant qu'avant pour aller manger ces spirulines. Voilà, donc ils sont moins nombreux, ils sont partis en direction d'autres lacs salés, parce que les flamants roses recherchent des lacs salés, en direction de Borgoria, par exemple. Mais c'est toujours un spectacle aussi saisissant. Donc, pour vous montrer un petit peu la différence, voilà, ça c'est ce qu'on disait sur avant et sur la présence des flamants roses auparavant. Aujourd'hui, on en a un petit peu moins. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la différence, mais ça reste toujours un spectacle très saisissant. On passe à présent au parc national de Naivasha. Alors, Naivasha, où est-ce que ça se situe? C'est toujours dans la région du Rift, c'est ici, un petit peu en dessous de Nakuru. Donc ça, c'est un autre spectacle à lui entier. Comme vous avez pu voir, des arbres morts sur le lac, très, très poétique également. Le lac Naivasha, c'est un lac d'eau douce, celui-ci. Il est très apprécié pour les amateurs d'oiseaux. Il y a 400 espèces d'oiseaux, il y a beaucoup d'hippopotames et il y a des acacias yellow fever. C'est les acacias fièvre jaune, on dit qu'ils sont fièvre jaune parce qu'ils ont l'écorce qui est un peu jaunâtre et ils ont des fleurs jaunes également au bout de leurs branches. Voilà, sur le lac de Naivasha, enfin au milieu du lac de Naivasha, on a une île qui s'appelle l'île de Crescent Island. Donc là, c'est vraiment un sanctuaire des oiseaux et c'est la possibilité, c'est le seul endroit où, un des seuls endroits où on peut faire des promenades à pied autorisées au Kenya. Donc ça, c'est vraiment génial. On prend un bateau privé ou avec d'autres personnes sur le bateau et on se rend directement sur Crescent Island. Et là, on va pouvoir marcher au milieu des girafes, d'autres antilopes, des zèbres. C'est vraiment une expérience unique. Donc, Crescent Island, les animaux qui sont sur Crescent Island, ils ont été introduits pour la réalisation du film Out of Africa. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Donc, dans les années 80, juste pour les besoins du film, et ils ont été laissés là. Et au fur et à mesure, ils se sont reproduits. Donc, c'est une réserve privée aujourd'hui où on peut aller à pied à la rencontre des animaux. Et on a toujours, il y a la maison du propriétaire qui est sur l'île. Donc, c'est vraiment une expérience très sympa. Hell's Gate, qu'on peut faire à pied ou à vélo. Donc, Hell's Gate, ça se situe ici, en dessous de Naivasha, à quelques kilomètres au nord-ouest de Nairobi. Donc ça, c'est un lieu assez différent, c'est un petit espace protégé. On peut s'y promener donc à pied et même à vélo. Et même à vélo, on peut voir les zèbres, les buffles, les girafes, des bubales également, ces animaux avec des têtes particulières. Voilà, on a des sentiers assez faciles qui descendent dans les gorges. C'est Hell's Gate. Donc là, je vous ai parlé des parcs du sud. Je vous ai parlé de la région de la vallée du Rift. Je vais vous parler rapidement maintenant des parcs du nord, donc au nord de l'équateur. On va parler de la réserve de Samburu, ici. Samburu, Shaba et Buffalo Springs. Donc pour faire un zoom, voilà, on a Samburu qui est ici, Buffalo Springs et Shaba. Donc les réserves du nord, il y en a beaucoup. Elles sont quand même moins visitées que les réserves du sud. Et on conseille pour une clientèle qui veut faire le nord, par exemple, c'est de commencer par le nord et ensuite
de terminer par les parcs du sud, par exemple le Masai Mara, qui est vraiment l'apothéose du safari, que si on va faire un autre parc, par exemple du nord, ça peut faire un petit peu l'effet un peu moins waouh quelque part. Donc les réserves de Samburu, Shaba et Buffalo Springs. Donc là, vous avez le peuple des Samburu. Une super photo celle-ci. Des espaces magnifiques. Il y a vraiment des lodges incroyables. Et on est à la frontière, on va dire, du désert. C'est des paysages très arides et rugueux. Ça contraste vraiment avec le reste du pays. Et c'est dans cette région qu'on va pouvoir voir les Samburu, qui sont les cousins des Maasai. Donc, dans cette partie du nord, au Samburu, Shaba, Buffalo Springs, on va avoir plusieurs espèces endémiques du nord, qu'on appelle également les Big Five du nord. On a le zèbre de Grévy, on va avoir l'antilope girafe, l'autruche de Somalie, par exemple, et la fameuse girafe réticulée et l'oryx beza. Donc voilà, c'est des animaux qu'on ne va pas retrouver au sud et qui font vraiment la caractéristique des parcs du nord. Voilà, un petit paysage de Buffalo Springs notamment. Et voilà, donc je vous ai présenté globalement les différents, les principaux parcs et réserves du Kenya. Donc, on a fait un zoom sur les parcs du sud qui sont les plus fréquentés, la région du Rift et les parcs du nord. Donc, les parcs et les réserves du Kenya, elles ne s'arrêtent pas là. Vous avez pu voir que le Kenya en soi, c'est vraiment un pays riche pour les safaris, mais pas que. Il y a beaucoup d'activités à faire autour. Hell's Gate, comme on a pu voir tout à l'heure, pour faire du vélo notamment. On va avoir le mont Kenya ici, donc on n'a pas parlé. C'est le deuxième sommet le plus haut d'Afrique. C'est là où on va pouvoir faire des ascensions pour des alpinistes, ceux qui adorent l'escalade. Le parc national des Aberdare qui est en dessous, donc là un petit peu moins prisé par la clientèle française, mais vraiment un parc unique en son genre également. Chaque parc a sa spécificité. On a le parc national de Meru également qui est ici, qui a été une grosse restructuration il y a plusieurs années. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu la différence entre les parcs et les réserves du Kenya en général. Voilà. On va passer à présent à une petite vidéo, une courte vidéo. Voilà, pendant cette petite vidéo qui a été créée donc par l'Office du tourisme du Kenya. Par Magical Kenya, qui est le site officiel du Tourism Board du Kenya. Voilà, donc ça, c'est un focus sur le parc, sur la réserve du Masai Mara. Et je vous laisse découvrir ça.
Ok, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir le Masai Mara, le Kenya en général. On va passer à présent aux questions-réponses. Alors, je vais sélectionner des questions. Bon, on va mettre celle-ci par exemple. Alors, Nathalie, bonjour Nathalie. J'ai le train de Savo, combien de temps de trajet? Alors, donc on va se remettre sur une carte. Donc, le train part de Nairobi pour aller jusqu'à Mombasa. Donc, il passe ici. Il continue un petit peu, il continue sur une centaine de kilomètres vers nulle part, comme ils le disent. Le train de Nairobi jusqu'à Mombasa, de mémoire, il passe qu'une seule fois par jour. Le matin, on va prendre le départ de 9h30, quelque chose comme ça. Et Nairobi-Mombasa, c'est à peu près 6h30. Donc Nairobi-Tsavo, ça doit être quelque chose comme 4 heures de temps de trajet. Voilà, à savoir qu'il y a plusieurs stations, il y a plusieurs arrêts au fur et à mesure du super train de la ligne qui a été créée. Donc voilà, ça va être plus ou moins 4 heures à peu près. Voilà pour la question de Nathalie. Alors je vais remettre sur les questions-réponses. Alors, quel est l'itinéraire type pour un premier voyage au Kenya? Ludivine. Alors, très bonne question, Ludivine. Je vais me remettre sur mon diaporama. Et alors, voilà. Je vais vous montrer un petit peu, nous, ce qu'on propose. On a deux exemples, enfin, on a des exemples de départ garanti qu'on va proposer pour les clients à partir de deux personnes. Donc, ça peut représenter l'itinéraire type pour vos clients. Donc, je sais que c'est écrit en petit, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, nous, on va faire un départ, l'itinéraire classique, on va dire, c'est le départ de Nairobi. On va aller au parc du Masai Mara. Ensuite, Naivasha. On repasse par Nairobi et on va s'arrêter au Giraffe Center. Donc là, c'est un lieu de conservation des girafes. On va manger au restaurant et on va se diriger en direction du parc d'Amboseli, ici, donc le parc avec le Kilimanjaro. Et on continue en direction de Tsavo. Donc là, on va faire Tsavo Est et on peut continuer sur la côte. Donc la côte, et là on a Tiwi Beach. Donc Tiwi Beach, c'est au nord de Diani, au sud de Mombasa. Voilà, ça représente un itinéraire classique sur du 7 nuits. On a la possibilité là, par exemple, de rester encore 2 nuits en plus pour faire du balnéaire. On n'est pas obligé de faire du balnéaire au Kenya, c'est un très bon combiné parce que euh, ça fonctionne bien. Là, dans l'exemple, dans nos départs garantis qu'on va avoir, on a un prix d'appel qui va être à 1722 $, ce qui fait à peu près 1550 €. Donc ça, c'est la partie terrestre où vous avez déjà les minimum 12% de commission qui sont inclus. Ça, c'est une page de notre brochure. Hein. C'est vraiment un screenshot de la brochure. Donc voilà, 1550 € et à cela il faut ajouter les vols, les vols qui peuvent se trouver. Donc il y a du Paris-Nairobi direct entre 500 et 800 €, voilà pour un direct en fonction de la période. Voilà globalement pour un itinéraire classique. Donc on fait généralement pas de boucle, c'est pas facile en fait. Il y a quand même pas mal de pistes et très peu de routes, donc on va repasser par les mêmes endroits. Et souvent on nous dit on est obligé de faire tic tac, on repasse là et on peut pas faire une boucle sans repasser par les mêmes endroits. Non, c'est pas possible parce qu'il y a pas beaucoup de routes à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Alors, j'ai une autre question.
Alors, merci Mélissa, je vous en prie. Merci Nathalie. Alors, le fichier, je pourrais vous le communiquer effectivement sans problème, avec la brochure et toutes les informations qui vont avec. J'ai une information. À partir de quel âge les enfants peuvent participer au safari? Alors, ça, c'est généralement dit à partir de 6 ans pour les enfants qui se tiennent bien. On a on a la possibilité en fait de certains organismes qui font même les safaris qu'avec des enfants à partir de 6 ans. Donc vous pouvez très bien aller au Masai Mara et voir un 4x4 rempli d'enfants et se dire ouh là là, c'est risqué. Non, voilà, ça dépend vraiment de l'enfant. Il y a des consignes en fait qu'on va donner à chacun, c'est-à-dire de pas sortir du véhicule, de pas secouer les bras, de pas faire des grands mouvements, etc. De toute façon, quand on a un lion ou un guépard qui est juste à côté de nous, on bronche pas et voilà, on fait pas trop de bruit. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'enfant, mais globalement, à partir de 6 ans, c'est tout à fait possible. J'ai une autre question. Pas de minibus. Si, on a la possibilité, si, bien sûr, on a la possibilité on a des minibus également, on a la possibilité de faire des voyages en minibus qui sont moins chers, moins confort quelque part, parce que le 4x4, c'est un peu l'exclusivité de faire en 4x4, mais bien évidemment, on a la possibilité de faire les voyages au Kenya en minibus, sans souci. Voilà, je pense que je fais à peu près. Merci pour cette formation très intéressante. Quelle source tenez-vous par rapport au questionnement de sécurité, d'insécurité? J'ai toujours du mal à répondre à cette question sur le Kenya. Alors, le Kenya, j'y suis retournée en décembre-janvier. C'est sûr comme destination. Ce qui nous pose problème en ce moment, c'est que la côte, elle est repassée, elle est passée en orange parce ils ont trouvé un réseau terroriste vers Diani Beach sur la côte. D'où le fait que maintenant sur la carte, ça soit passé en orange, mais c'est pas du tout justifié. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a aucun ressenti à ce niveau-là. Ils ont effectivement augmenté la sécurité. Il y a plus de contrôle, il y a plus de barrages, on va dire, routiers. Donc là, ça conforte, on va dire, les touristes qui sont sur place parce qu'on voit on voit qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises en place à ce niveau-là pour surveiller. Malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui pénalise un petit peu le pays en ce moment. La côte, c'est plus musulman que le reste du pays et malheureusement, comme mon guide me le disait sur place, c'est qu'il y a plus de potentialités, de possibilités qu'il y ait des groupements de ce type-là. Donc, il y en a un qui a été décelé et là, ça va rester en orange pendant un petit moment. Sur les itinéraires classiques, il y a zéro sensation, on va dire, d'insécurité dans le pays. Après, le pays, il a quand même, voilà, il a son passé. Il a mauvaise réputation, malheureusement, à chaque fois qu'il y a un événement qui est médiatisé en France, on a des répercussions derrière. Mais il y a pas de souci. Les Kenyans, ils sont super chaleureux. Les Maasai, enfin tout le monde accueille vraiment les touristes comme il se doit. Et encore une fois, on n'est pas, voilà, on va pas aller à la frontière de la Somalie. Il y a des endroits où on n'apporte pas, où on n'amène pas les clients parce que tout simplement parce que certaines frontières qui sont déconseillées. Donc voilà, il faut pas généraliser l'intégralité d'un pays. Et avoir peur du pays, mais plutôt expliquer en fait que voilà, il y a certaines choses qui se passent à certains endroits et pour certaines raisons aussi politiques, mais voilà, on va essayer de rassurer du mieux qu'on puisse. Voilà. Alors, nos gîtes, ils sont en minibus, pardon, tout à fait. Voilà, voilà. Quelle différence entre la Tanzanie et le Kenya s'il ne fallait en faire qu'un seul? Les deux, c'est vraiment
animalier. On a des similitudes au niveau des populations et des ethnies. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le cratère du Ngorongoro en Tanzanie qu'on va pas avoir au Kenya, par exemple. C'est une ancienne caldeira qui s'est effondrée. Le paysage de Bosili, où on va voir le Kilimandjaro. Les paysages sont vraiment très différents d'un pays à un autre. Après, c'est vraiment la même chose pour aller voir les animaux. Nous, on vend et le Kenya et la Tanzanie. Généralement, au niveau de la Tanzanie, on est 25% plus cher en règle générale. On privilégie les parcs du nord en Tanzanie et pas les parcs du sud. Mais voilà, il y a une question au niveau du tarif également. Et le Kenya, ça va être voilà, l'itinéraire classique que je vous ai montré avec la côte du Kenya en balnéaire. La Tanzanie, on va faire une extension généralement sur Zanzibar qui est vraiment une île unique en ce genre. Donc c'est deux sons de cloche, deux atmosphères un petit peu différentes, mais vraiment pour du safari et pas du tout de culturel pour les deux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Alors, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Voilà, et ben je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci, j'espère que je vous ai apporté plein d'informations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vais vous faire un petit retour. En tout cas, voilà, les participants vous envoient une brochure, le PowerPoint si vous le voulez également. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, je serai là avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne journée. Donc merci à Mélissa, merci à vous les participants d'avoir pris sur votre temps de travail. Merci à Mélissa pour cette très belle présentation. Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Mélissa sur la plateforme Together. Donc voilà. Je vous remercie encore Mélissa et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.